salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission NBA Débat, Débaff et Déboff, une émission spéciale que le peuple attend, que le monde entier attend. C'est une émission spéciale lauréat, spéciale NBA Awards. Et puis ce qu'on va faire également, c'est qu'on va, avec le même système de vote que font les Américains, on va élire les lauréats en combinant le score de tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un a compris, mais en tout cas, je sais exactement ce que je voulais dire. Et c'est peut-être le principal, parce qu'on va le faire petit à petit, tous ensemble. Vu qu'on fait les lauréats, je suis revenu sur Joachim Noah, qui a fait Deepoy et top 5, sûr. First NBA, All NBA First Team. Bien sûr, absolument. Bel Pour hommage, finir c'est comme beau. une merde derrière. Et t'en remercie, je suis sûr de là où il est. Jean-Jo, t'es prêt? Ah ouais, je suis prêt. En plus, on est raccord avec Jean-Éric. Bon, moi c'est Derrick Rose, MVP, All NBA, mais qui n'a pas fini comme une merde, on risque d'en reparler. Ouais, qui est le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA notamment. On commence doucement, on va commencer avec les lauréats les moins importants pour mettre un petit peu de suspense. C'est une technique que j'ai appris en regardant des films de Christopher Nolan. On commence avec Rookie de l'année. Alors, Allez. on va pas faire un top 5 déjà. Est-ce qu'il y a 5 rookies qui jouent plus de 20 minutes en NBA cette saison? Je suis même pas Alors, sûr. ouais, tout l'effectif des Pistons. c'est pas mal. On commence par le troisième. Jean-Jo, tu commences. C'est qui ton troisième? Ah bah c'est hommage à Sacramento quand même. J'ai mis Tyrese Haliburton en numéro 3. Je pense que ce sera pareil pour vous. Excellente saison. Honnêtement, je remercie le Covid pour une chose, c'est que ce pic a pu arriver à Sacramento. Parce que s'ils avaient pu jouer un petit peu plus en NCAA, on ne l'aurait jamais eu. Du coup, c'est la bonne nouvelle de notre côté. Le gars est excellent. Je sais pas si tu veux qu'on parle du joueur en lui-même ou juste donner. À la base, je pensais qu'on allait d'abord donner le nom sans trop d'explications et après qu'on allait échanger. Mais comme c'est un mec de Sacramento, je comprends que tu aies pris l'initiative de t'en Ah bah faire. écoute, on a quand même des belles choses chez nous. Non, mais on en parlera après, du coup, on en parlera après. Non. Ouais, on en parlera après. Non, C'est non. qui ton numéro 3, Jean-Éric? Tyrese Haliburton, ouais monsieur, pour une fois que Sacramento est sur un podium, ça se fait. D'accord. Et mon numéro 3, j'ai pas peur de poser mes couches sur la table, c'est Haliburton. Ok. Donc là-dessus, Jason Tate. on est alignés. Les gars, vous savez quoi? Je pense que là, ce qui est important, c'est de parler des deux premiers. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs des Kings, Non, mais je vais aller me faire on va foutre. Mais là, j'en ai plein de cul. on va passer au deuxième. Jean-Jo, c'est qui ton deuxième? J'ai mis Anthony Edwards en numéro 2. Jean-Éric. Anthony Edwards. Moi, j'ai mis Ball en deuxième pour la. Oh là. Et c'était pas facile, hein. Mais en fait, le premier truc que je me suis dit, c'est il faut que les joueurs, et ça fout un sacré bordel pour les autres lauréats, vous allez voir, les autres catégories. Je veux que les joueurs aient joué au moins 75% des matchs de la saison. Sinon, surtout pour Rookie de l'année, enfin, c'est pas surtout, mais Rookie de l'année, en général, chaque saison, il y a toujours un coup de mou après le All-Star break. Alors, je sais que cette saison, elle est particulière, mais c'est encore plus difficile pour un rookie d'être régulier sur toute une saison. Et c'est pour ça que Ball, il a loupé trop de matchs, parce que 75% des matchs, ça fait 55 matchs joués. Il a loupé trop de matchs, mais il a un impact énorme sur l'équipe. C'est un joueur avec un QI basket vraiment intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Ce qui m'a gêné, c'est qu'il avait quand même des meilleurs résultats collectifs que Minnesota. Donc ça m'a un peu gêné, mais je suis resté fidèle à ce système et c'est pour ça qu'il est en deuxième position. Du C'est coup, bien ce qui ce te que tu dérange, as. c'est que le gars fasse gagner des matchs. Oui, mais alors, Ball, il a loupé tellement de matchs que tu peux pas avoir le même raisonnement. Quand tu regardes le nombre de matchs qu'il gagne sans lui et avec lui, est-ce qu'il a vraiment un impact sur les victoires de son équipe? Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça la question. Mais bien sûr qu'il a un impact. Le gars, il a changé le visage de l'équipe. Ouais, mais tu peux me dire c'est quoi le pourcentage de victoires de Charlotte quand il joue et quand il joue pas? Ça, j'en ai Parce qu'il y a une aucune grosse idée. différence. Voilà, J'en ai mais c'est aucune ça idée. qu'il faudrait dire si tu veux parler d'impact sur les résultats. Ah, donc tu veux pas. Ok, tu veux rentrer sur ce terrain-là, du coup. Ok, très en bien, allons-y. Mais bien sûr, je veux qu'on soit un maximum objectif, ou si on ne l'est pas, on l'assume. Et on dit, voilà, parce que moi je préfère comment il joue, je préfère ci, je préfère ça. Moi, mon approche était d'être un maximum objectif. Très bien, suite de petits pas en déboulé aussi, très bien. Ouais, moi, ça C'est m'intéresse de savoir pourquoi tu l'as mis premier, justement. Et j'ai regardé des statistiques sur les rookies en termes de Player Efficiency Rate et le PIR, le PIE, les deux évaluations qui se chamboulent pour élire les meilleurs joueurs. Donc j'ai regardé ça, j'ai fait le classement, j'ai pris ceux qui jouaient plus de 25 minutes pour des rookies et ceux qui avaient joué plus de 55 matchs. Et là, voilà, je suis resté fidèle à ça, mais tu verras que plus tard dans les autres catégories, en fait, j'ai fait ça pour extraire un top 5
en général ou un top 10. Et après, j'ai mon analyse personnelle en plus de ça, mais qui vient après. Je voulais reculer un maximum mon analyse subjective. Donc c'est comme ça que je l'ai fait, ouais. C'est comme ça que j'ai pris ces deux statistiques-là. Ouais. Il est possible qu'il existe un système beaucoup plus efficace, plus généreux et qui rend les gens plus heureux, mais on le connaît pas. Ouais. Parce que tu peux pas faire sans une part de subjectivité, et heureusement qu'on ne rationalise pas l'intégralité du classement, sinon il n'y a plus besoin de voter. Il suffit de prendre Mais si, justement, c'est ce que je dis, j'ai reculé un maximum ma subjectivité. Je l'ai mise à la fin. Oui, t'as raison, je l'ai mise à la fin, oui. Voilà, c'est ça, c'est pas un reproche. Oui, oui. Hein. Fais gaffe à toi quand même. Sur Anthony Edwards, moi, le truc qui me limite, je trouve, sur Anthony Edwards, c'est qu'il est bien meilleur, je trouve, depuis le All-Star Game. Il a fait quand même un début de saison plutôt mitigé. Alors c'est vrai que depuis le All-Star Game, on n'a plus trop vu Ball qui s'est blessé pendant 2 mois, ouais. Mais c'est vrai que les deux sont hyper intéressants. Anthony Edwards, pour le moment, c'est plus une machine à highlight de ce que je vois. Mais il a quand même un vrai impact. Et régulièrement, le plus impressionnant chez lui, c'est qu'il arrive à être meilleur marqueur de Minnesota régulièrement, même quand Towns est là. Et ça, c'est quand même pas simple, parce que le garçon, il prend de la place. Donc ça peut promettre de belles choses pour l'avenir. Maintenant, ça fait à peu près 15 ans qu'on promet à Minnesota de belles choses pour l'avenir. Et c'est peut-être temps de parler au présent. Leur fin de saison, elle est hyper prometteuse. Les trois ont enfin joué ensemble, Russell, Towns et Edwards, et ils se sont bien enchaînés les victoires. À voir l'année prochaine, pour le coup. Mais ouais, fin de saison hyper prometteuse, mais ça me... Edwards, il est extra fort. Il n'y a rien à dire, le mec, c'est une machine. Mais sur l'impact en lui-même du jeu, Ball a été meilleur, selon moi. On va passer aux meilleures progressions, si ça vous va. On fait ça ? Au MIP, donc. MIP, votre choix numéro 3. Cette fois, on commence par Jean-Éric. J'ai mis Jeremy Grant en 3. Jean-Jo. Christian Wood. Et moi, j'ai mis Jeremy Grant aussi. Pourquoi Christian Wood, Jean-Jo ? Alors, parce que Christian Wood, malgré le fait qu'il n'ait pas joué beaucoup, pour reprendre ton raisonnement de tout à l'heure, et je suis d'accord, il a clairement montré qu'il pouvait être le futur à Houston, et le gars sort de nulle part. Vraiment, il a été hyper impressionnant. Alors, j'ai regardé pour le coup quelques matchs de Houston, parce qu'il y a Wall. On aime tous avoir mal. On salue ton courage. Mais oui. Et non, pour le coup, c'est un joueur que je trouve assez charismatique sur le terrain. J'aime sa présence, j'aime comment il parle, j'aime tout, quoi. Pour reprendre nos échanges des précédentes émissions, et qui a un vrai potentiel offensif. Défensivement, c'est pas le meilleur, mais c'est pas un peintre non plus. Mais vraie progression parce qu'il vient de nulle part, en fait. Et moi, c'est ça que je retiens dans ce classement du MIP, c'est que le gars sort vraiment de nulle part et qui est potentiellement en train de devenir le futur franchise player d'une équipe. Donc à voir avec... T'as le détail de ses progressions statistiques, notamment d'une saison à l'autre ? Alors, donc Christian Wood qui était à Détroit l'année dernière, qui tournait à 13 points, 6 rebonds, est passé à 21 points et 9 rebonds. Et là, sur 41 matchs. Ouais, moi c'est ça en fait, parce que effectivement en termes de statistiques, je pense que ça doit être lui qui est le plus impressionnant, hein, d'une saison à l'autre. Mais pour moi, il a loupé beaucoup trop de matchs pour qu'il soit dans cette catégorie-là. Donc Jeremy Grant en 3, je pense que ça va être intéressant d'écouter qui est ton numéro 2, Jean-Jo, peut-être que on va pouvoir rebondir sur ça. Jean-Éric, ton numéro 2 ? Christian Wood. Ah, ok. Christian Voilà. Wood, ok. Et toi, Jean-Jo ? C'est Jeremy Grant, moi, mon 2. Moi, c'est Porter Junior, mon numéro 2. Okay. Ah, Kevin. Imbécile. Kevin ? Ah, Michael Non, Porter Jr., pardon. Michael à Denver. Ok, c'est bon. Ouais, j'étais ailleurs. Ok. Ah, c'est de l'autre côté. Non, Michel. Non, Ouais. c'est un Michel, choix intéressant Michel. aussi. C'est un choix intéressant, en effet. Michel Porter qui a été quand même... bon, on en a parlé l'autre fois, hein, qui est catastrophique en défense, mais on avait commencé à entrevoir quelque chose d'un peu foufou pendant les playoffs dans la bulle, là. Et là, quand même, cette saison, il a été régulier, il a quand même confirmé. Là, en plus, Objection. avec la blessure de Murray, il a pris un rôle encore plus important et il est quand même à la hauteur. Jean-Éric, pour toi, meilleure progression? Michel Porter. Non, Julius Randle. Le mec, le genre, il m'en fout. Randall, Jean-Jo? Oh, bien sûr, Randall. Ouais, moi aussi, Randall, franchement. Exceptionnel ce qu'il fait cette année. C'est un truc de fou. Il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, la première fois que j'ai vu New York cette année, j'ai complètement débloqué parce que j'avais vu Randall à l'époque des Lakers, où il jouait intérieur, quoi. Voilà. Mais là, le mec, il peut monter la balle, il peut tirer à 3 points, il fait des step back, il lit le jeu de ouf. C'est un excellent défenseur en plus, il a un impact de fou en défense. Julius Randle, franchement, gros coup de cœur pour lui cette saison. Ouais. Indiscutable. Là, on commence à parler de choses un peu sérieuses avec le 6e homme.
Ouais, sérieux. Ouais, c'est vrai, en fait. C'est juste un gars qui est du roi, quoi. C'est vrai qu'au final, c'est ça, mais je veux dire, 6ème homme, c'est des joueurs qui sont censés avoir un impact assez important sur l'équipe. Bon, mais c'est vrai que cette année. Jean-Jo, ton numéro 3. C'est Chris Boucher. Jean-Éric. Alors moi, je me suis tenté un petit coup de cœur et j'ai mis Dwight Howard. Ok, yes. Tu nous avais déjà déclaré ça, enfin fait une déclaration d'amour lors du. Ah oui, mais alors que de base, je le déteste. Faut que ça soit clair pour tout le monde. Mais voilà. Et c'est que les cons c'est changent tout pas à d'avis. ton honneur. Exactement, c'est tout à ton honneur d'avoir changé d'avis sur ce joueur-là. Respect. Moi, mon numéro 3, c'est Boucher également. Par l'apport statistique qu'il a et les progrès qu'il a fait ces dernières années. Et là, j'avoue, ça me fait kiffer de mettre un Québécois. Ça me fait kiffer. J'ai vécu à Montréal et je sais pas, ça me fait kiffer de mettre un gars de là-bas. Et voilà. Donc là, je le reviens tout à fait. Numéro 2, alors c'est qui en premier? C'est Jean-Éric qui dit en premier là sur ce, Alors sur cette j'ai catégorie Chris Boucher en deuxième. Ah, donc j'allais te demander, je crois qu'il était pas dans ton Tout top. à fait. Mais en deuxième Mais pour j'aime toi. bien, Ok. j'aime bien le Québec aussi. Jean-Jo? J'ai mis Derrick Rose. Numéro Moi aussi, j'ai mis Derrick Rose. Ouais. Moi aussi, j'ai mis Derrick Rose. Et alors, pour quelle raison pour toi, Jean-Jo? Parce que sa saison, elle est trop bien. Elle est trop bien. Je suis trop content de le voir à ce niveau-là. Oh, bah, je suis content, hein. Je suis trop content qu'il ait pu faire une saison complète, surtout. Pas dire que j'éjacule, mais Sans alors complète, il a loupé un match ou deux, mais c'est trop bien. c'est pas pareil, mais c'est presque, voilà. Et voilà, c'est purement un choix du cœur d'Eric Rose. Ouais, c'est Il y a difficile mieux, de pas. Ouais, mais C'est je peux- difficile je de peux pas le laisser parler permettre. son cœur. Hein. Je préfère les rousses de 83 ans qu'on trouve dans la brousse en cassant la gueule à Tarzan. Le premier 6ème homme de l'année, Jean-Éric. Non, alors j'aimerais bien que Jean-Jonathan le dise lui, je pense que c'est mieux. Tu vas pas me casser les couilles à Cersei, toi! Merde! Je vais faire un petit coucou à la page Utah, Utah Jazz France. Qui t'adore. Je te salue. Et je t'annonce que mon 6ème homme de l'année, c'est Joe Ingles. Non, c'est Jordan Clarkson. J'ai mis Jordan Clarkson parce que même avec toute ma mauvaise foi la plus concentrée, je ne peux pas ne pas le mettre numéro 1. Est-ce que Alors, ça veut dire que tu as essayé d'être contre lui, d'être de mauvaise foi, mais que t'as pas réussi quand même? J'ai cherché, j'ai voulu le mettre deuxième, j'avoue. J'ai voulu le mettre deuxième, mais j'ai pas trouvé. Ouais, c'est difficile. Hein. Et toi, Jean-Éric? Alors j'ai vu un classement où justement Joe Ingles était premier, mais en effet je suis parfaitement d'accord, c'est Jordan Clarkson pour moi qui mérite Ouais. ce titre et je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment débat. Ouais, moi aussi, numéro 1, Clarkson. C'est Jamal Crawford qui a démocratisé un petit peu ce côté 6ème homme scoreur qui sort du banc pour tout faire péter et puis envoyer du shoot. Ça manque, je trouve, de mon point de vue, des 6ème hommes un peu à la Gino, un peu à la Ginobili, qui sont des facilitateurs, des créateurs de jeu et qui impactent l'équipe différemment qu'au scoring. Et ça me dérange un peu en fait. Alors que ça n'enlève rien au talent de Clarkson et à son titre qu'il aura, je pense, cette année. Mais j'aimerais bien retrouver un petit peu ce côté 6ème homme, un couteau suisse qui touche un peu à tout et pas uniquement envoyer des shoots et mettre des points. Quoi. Est-ce que Chris Boucher est pas dans cette catégorie justement, du mec qui apporte autre chose que juste des points? Ouais, Totalement. complètement. Totalement. Il y en a d'autres, ouais, c'est pas... Ouais, mais il sera pas élu. Il sera pas élu et, Oui. Ouais, en et effet. c'est pas grave. Il y aura peut-être un peu plus de suspense pour les catégories de coach de l'année, défenseur de l'année et MVP. Est-ce que vous vous sentez prêt là? Allez, On y va doucement. Chaud. Le Allez, coach. coach de l'année, c'est à... Oh là là. Je vais boire un coup là. Coach de l'année, on fait comme d'habitude. Jean-Jo, tu vas commencer avec ton numéro 3. J'ai mis Quinn Snyder en numéro 3. Jean-Éric. J'ai mis Thibodeau en numéro 3. Et moi j'ai mis Monty Williams. Donc là, yes, on y est, ça y est. Putain, ça y est, on y est. Alors on fait les trois tout de suite peut-être, comme ça on pourra tout de suite se mettre pas d'accord. Ouais, ok. Numéro 2, Jean-Jo. Monty Williams. Jean-Éric. Quinn Snyder. Waouh. Snyder en 2. Et donc en numéro 1 pour toi, Jean-Jo. Et Thibodeau. Jean-Éric. Monty Williams. Et pour moi, c'est Thibodeau. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va baiser, gars! Tu veux qu'on baise un de ces quatre, non? Jean-Éric, vas-y, tu commences. Ah moi je vais commencer très simplement, je ne mettrai pas Thibodeau au-dessus, mieux que troisième, parce qu'il est en train de sodomiser Franck Nilikina.
Donc c'est hors de question. C'est peut-être une erreur de communication. Voilà, comme ça c'est clair. C'est purement du délit de faciès. Je l'avais mis initialement 2 et j'ai fait non, pour Franck, je ne peux pas faire ça. Maintenant, objectivement, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que Snyder, il le mérite parce qu'il a une qualité de jeu, un fond de jeu, parce qu'il propose quelque chose de remarquable dans le rendu et dans le résultat. Maintenant, on sait très bien que pour le coach de l'année, il y a une histoire de progression aussi. Et que les deux autres, ils prennent 2 équipes qui n'étaient pas en play-off et ils les amènent l'un entre 4 et 6 à l'Est, alors que tout le monde les voyait au-delà de 12, et l'autre 2e à l'Ouest. Alors, il y a sûrement un peu le syndrome Chris Paul, je pense que certains d'entre vous ne l'ont pas mis premier à cause de ça. Mais alors que pareil, cette équipe, elle était quand même dans les bas-fonds l'année dernière. Voilà, je pense que c'est un petit peu une question d'affinité personnelle. Moi, j'ai choisi Monty Williams en 1. Parce que finalement, c'est la plus grosse progression des trois qu'on vient de citer. Alors pardon, mais justement, toi-même tu l'as dit, il y a l'effet Chris Paul, il a prouvé tout au long de sa carrière que quand il arrive, il apporte énormément à l'équipe et l'équipe progresse. Donc, dans ton raisonnement, on aurait tendance à penser, c'est quoi la part de Chris Paul dans les progrès des Suns et la part de Monty Williams en fait? Comment tu fais ce choix-là? De toute façon, tu peux pas dissocier l'entraîneur des joueurs, c'est une équipe. Donc à un moment donné, Chris Paul, on sait que c'est c'est un des meilleurs meneurs organisateurs actuellement et probablement de l'histoire. Donc c'est un mec qui a un excellent relais de son coach. Donc j'ai envie de croire qu'il y a aussi une part du travail du coach. Et le fait que dans chaque équipe où il a joué, Chris Paul, il a à chaque fois apporté des progrès énormes, ça te fait pas penser que c'est peut-être lui qui est plus responsable? Mais en fait, moi je mets toujours le coach en avant. Hein. T'assumes totalement le fait que voilà, Thibodeau, s'il n'y avait pas eu l'histoire de Nkilikinetina, tu l'aurais certainement mis un peu plus haut, et donc ça impacte. Tu l'assumes totalement, mais ça a impacté ton Moi, je ton trouve classement. que Thibodeau, c'est l'impact qui est le plus visible. Et que voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas un nouveau joueur, même si c'est le nouveau Randle qui a taffé comme un chien pendant 6-8 mois après l'élimination prématurée l'année dernière. C'est difficile de dire que c'est grâce à Randle uniquement ou grâce à l'arrivée de Rose. C'est la patte Thibodeau, clairement. Il a pris une équipe de merde. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Il en a fait une très très solide équipe. Ça, c'est celui qui a la plus mauvaise équipe des 3. Jean-Jo, vas-y, à toi, on va te laisser développer un peu là. Sur Thibodeau, du coup? Ouais, sur Thibodeau, pourquoi Thibodeau au lieu de Monty Williams et Snyder? Parce que, je rejoins quand même ce que Jean-Éric disait, le coach est indissociable de son équipe, et en particulier, je pense, du meneur de jeu quand c'est Chris Paul. Je pense que le travail qui a été fait par Monty Williams est colossal, mais qu'il a quand même eu l'aide de Chris Paul à un moment ou à un autre pour pouvoir gérer cette équipe. C'est pour ça que pour moi, il est pas coach de l'année. Thibodeau, je le mets devant, je le mets numéro 1 parce que c'est celui qui a l'équipe la plus mauvaise sur le papier et qui est en train d'en faire une très très belle histoire pour le coup. Et qui, alors aussi pareil, on reste sur de l'affect, mais les retrouvailles Thibodeau-Rose, moi ça me fait kiffer. Et puis ça joue bien parce qu'on a quand même un trio Rose, Randle et Barrett qui s'entendent super bien, qui jouent bien, et je pense que c'est la patte Thibodeau. Il a toujours eu besoin de guerriers dans ses équipes. Là, c'est ce qui se passe à New York et ça marche. C'est pour ça. Moi, je le mets. Ouais. Cet été, il signe noir. En fait, ça dépend vraiment de nos critères, quoi. Qu'est-ce qui est important pour nous? Comment on élit le coach de l'année? Pour moi, c'est vraiment essayer de trouver en quoi un coach a un impact sur le résultat d'une équipe. Et là, clairement, Thibodeau, c'est celui qui a la meilleure progression. Si on regarde le pourcentage de victoires d'une saison à une autre, il passe de 31 à 55. Et c'est quand Thibodeau il est arrivé avec un effectif quand même plus ou moins semblable. Il y a quelques changements, mais il n'y a pas un franchise player qui vient complètement chambouler le truc. Donc pour moi, Thibodeau, voilà, plus grosse progression. Snyder, je l'ai mis en 2 parce que malgré le fait qu'il ait un effectif plus ou moins semblable, il arrive toujours à progresser. Ça fait des années qu'il progresse. Là, encore une fois, il est passé de 61 à 71% de victoires, avec surtout une qualité de jeu qui est vraiment du très très haut niveau. Ça nous rappelle, j'ai pas peur de le dire, L'aventure me fait pas peur. ça nous rappelle les Spurs de 2014, à une autre mesure, mais quand même, c'est du très très beau jeu collectif. Et Monty Williams, il doit être cité parce que ce que font les Suns, voilà, pourquoi il est 3e pour moi, c'est parce que pour moi il y a l'effet Chris Paul qui fait que ça différencie complètement le travail de Snyder et de Thibodeau. Donc pour moi, Thibodeau, honnêtement, il est incontestablement numéro 1. On passe au défenseur de l'année.
Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? là. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, on va commencer par respirer un bon coup. Parce que là, je vous sens un peu chaud. On va donner notre top 3, évidemment, pour dire défenseur de l'année. Et après, on approfondit sur le All-NBA First Team et Second Team. On est bon? Ok. On commence par Jean-Éric pour ce lauréat. Ton numéro 3 dans le défenseur de l'année. Ben Simmons. Georges. Bam Adebayo. Bam Adebayo. Et moi, j'ai mis Giannis en numéro 3. Vas-y, on enchaîne. Jean-Éric, numéro 2. Jrue Holiday. Ah, Jrue Holiday, d'accord. Jean-Jo. Ben Simmons. Ben Simmons, et moi je mets Ben Simmons en deuxième, sachant que je suis un peu un rageux de Ben Simmons, mais voilà, j'ai essayé d'être objectif et je l'ai mis en deuxième. Et donc numéro 1, défenseur de l'année, roulement de tambour, bim bam boum, Jean-Éric. J'hésite entre Michel Pfeiffer et Anne Sinclair. Rudy Gobert, bien sûr. Jean-Jo. Rudy. Et moi aussi j'ai mis Rudy Gobert. Jean-Éric, comment ça se fait que Jrue Holiday est dans ton top 3? J'aime bien ce mec. Je voulais une prime pour ce mec parce que ça fait des années que c'est un excellent défenseur sur les lignes arrières, que les défenseurs de l'année sont quasiment toujours donnés à des défenseurs intérieurs, même si ce n'est pas une règle, même pas tacite, et que voilà, moi je trouve que mais non, parce que je dis, c'est pas une règle. C'est un mec qui taffe depuis des années, qui vient en plus de toucher le pactole, que air de rien, Milwaukee a quand même des excellentes défenses de la ligue. T'aimes bien quand les gens gagnent de l'argent, toi. Ouais, bien sûr. Attends, je suis médecin, je suis vénal, tu le sais. Tu tombes dans le préjugé, c'est pas grave. C'est corrélé, mec. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des casquettes pourries. Et donc voilà, c'est un petit côté coup de cœur, mais je voulais pas le mettre en 3, je voulais le mettre en 2, parce que de toute façon, les deux mecs de filles, là, ils me cassent les couilles à chouiner sur Twitter pour savoir qui c'est le meilleur et qui c'est qui a la plus grosse. Ce n'est pas une vraie. Donc tiens, punition, Embiid t'es pas dedans, et Simmons t'es pas. Beaucoup d'affect dans tes choix. Bien évidemment, ce sont des choix affectifs. J'ai dit en 2 Ben Simmons et j'ai mis Bam Adebayo en 3. Allez, Bam Adebayo en 3. Tu peux nous parler de Bam un petit peu? Ouais, parce que moi, ce que je regarde, c'est pour ça que Ben Simmons c'est numéro 2 aussi, à moindre mesure, mais Bam Adebayo, c'est un gars qui peut défendre sur n'importe quel poste. Il est vraiment l'âme défensive de Miami, avec Jimmy Butler, mais pour le coup, il peut te défendre un mec qui joue poste 1, un mec qui joue poste 3, un mec qui joue poste 5, et il le défend bien. Le gars, il a une véritable énergie sur le terrain, et le gars, c'est un mur, je sais pas. Sur le terrain, on le voit, quand tu regardes un match du Heat et que tu regardes la défense du Heat, bam, tu le vois courir partout, sauter sur tout le monde, sans tomber dans les feintes, il défend juste, et moi je trouve ça très fort. Pour un mec de son gabarit, c'est très fort. Absolument, je suis d'accord. Moi, il n'est pas dans mon top 3 parce que pour élire le défenseur de l'année, je me suis fait un petit fichier Excel. Top ordinateur. Je me suis fait des petites formules. Ah voilà, après, ça vaut ce que ça vaut et je suis ouvert aux critiques évidemment. Moi, j'ai pris 2 critères. Donc là, j'ai fait, il faut jouer plus de 55 matchs et plus de 30 minutes par match pour être élu défenseur de l'année. Et après, j'ai regardé le Defensive Win Shares et le Defensive Rating qui est l'évaluation défensive. Pour info, je vous donne le top 5 de cette évaluation avec ces deux critères. Okay, si on fait la somme de ces 2 critères-là, qu'on fait le classement, on a Gobert en 1, Simmons en 2, après on a Randle en 3, après on a Tobias Harris en 4, et après on a 1, 2, 3, 4, on a RJ Barrett en 5. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Sponsor par New York, ton logiciel. Mais voilà, mais c'est parce que c'est aussi, ça mesure en fait l'impact défensif d'un joueur sur les victoires d'une équipe. Donc c'est là où des joueurs comme Tobias Harris et RJ Barrett ressortent. Mais au final, ça a quand même du sens parce que New York, c'est une des meilleures défenses de l'année. Et c'est sûrement, il y a du Thibodeau et puis il y a des joueurs derrière qui font des performances assez exceptionnelles. Vous savez quelle est l'équipe qui a le meilleur defensive rating cette saison? Vous avez dû regarder. Je l'ai pas en tête. Les Lakers. Ouais. Ah oui, meilleur defensive le rating, c'est les Lakers. Et je pense que ça peut être peut-être une bonne petite transition, je prends la main, sur les All-NBA Defensive Team, parce que on va s'en inspirer de ce qu'on vient de dire. Absolument. Bah vas-y, tu commences. Holiday, Simmons, Gobert. Ouais. J'ai ajouté Capella
à Atlanta et Draymond Green des Warriors. Et dans mon deuxième 5, j'ai mis Chris Paul. Et je me suis dit que j'allais mettre un Lakers quand même si ça me faisait mal au cul. J'ai mis KCP. Déjà au passé, ça sert. Parce que je sais que Billy Bob l'aime beaucoup. Attends. Et après, j'ai mis Embiid, Giannis et Bam Adebayo. Pardon. Qu'est-ce que c'est? T'as mis KCP dans le deuxième 5 défensif de la NBA cette saison. Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Ouais, j'ai fait ça à l'arrache, hein. On m'a demandé 5 minutes avant l'émission de le faire. Ok, bon, ça marche, t'es excusé. Bon, non, vraiment, t'es excusé. C'est vrai que je pensais que si t'as pas trop réfléchi, c'est compréhensible. Alors, j'ai mis dans ma troisième team en NBA aussi. Non. Deuxième du MVP. Vas-y, Jean-Jo, c'est quoi tes 5 à toi? Tes 5 défensifs. Alors, mon premier 5, du coup, j'ai mis Jrue Holiday. J'ai mis Kawhi Leonard, Ben Simmons, Bam et Rudy. Et mon deuxième 5, j'ai mis Marcus Smart, Matisse Thybulle. Quoi? C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le barouche. Oui, alors ok, il joue 20 minutes par match, on peut en reparler si tu veux, mais le gars je le trouve trop fort en défense. Du coup, Marcus Smart, Matisse Thybulle, Giannis, Draymond Green et Embiid. Ok. Kawhi, clairement, c'est l'un des meilleurs défenseurs, il n'y a rien à dire. Pour moi, il a raté trop de matchs, donc là, dans mes critères, et forcément, il y a plein de joueurs qui ne sont pas dans mon premier 5. Mon premier 5, c'est Gobert, Randle, Giannis, Ben Simmons et O'Neal des Jazz. Royce O'Neal. Ouais. Royce O'Neal des Jazz qui remonte dans toutes les statistiques défensives. Qui, bon voilà, il est dans des missions défensives sur Utah, il joue beaucoup, il a un impact. J'ai été surpris, là j'ai laissé le système un peu me faire ressortir des joueurs. Mon deuxième 5, c'est Capella Turner de Indiana, Tobias Harris, Jimmy Butler et RJ Barrett. Et j'ai mis Turner, il ressort aussi dans pas mal de statistiques défensives, notamment, bon, je crois qu'il est meilleur contreur de l'année, mais c'est également le deuxième joueur. Il sera pas meilleur contreur de l'année, il n'a pas joué assez de matchs. Ok. Et il a une statistique intéressante, c'est qu'il est le deuxième dans le classement. Alors comment je vais expliquer ça en français là, des joueurs qui font baisser le pourcentage de réussite de ceux qui tirent devant lui. C'était à peine français, mais vous avez compris. Derrière Gobert. Il y a Gobert et derrière il y a Turner, donc je trouvais ça intéressant. On passe au MVP, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va donner le top 5. Un par un, et là on va prendre, et là je vais compter les points comme ils font les Américains pour élire ensuite le MVP général de nos 3 avis combinés. Ça va? On fait ça. Allez. Numéro 5, cette fois on commence par Jean-Jo. J'ai mis Stephen Curry en numéro 5. Jean-Éric. Luka Doncic. Et moi j'ai mis Embiid. Numéro 4, Jean-Jo, vas-y. J'ai mis Giannis. J'ai mis, vas-y, Jean-Éric. Moi aussi, Giannis. Moi aussi j'ai mis Giannis. Numéro 3, Jean-Jo. Embiid. Jean-Éric. Curry. Moi j'ai mis Chris Paul. En numéro 2, Jean-Jo. J'ai mis Chris Paul. Ah, yes, Jean-Éric. Embiid. Et moi j'ai mis Stephen Curry. En numéro 1, le MVP, selon le plus grand et l'unique fan des Kings, Jean-Jean. Jokic. Parce que Bagley a pas fait assez de matchs. Jean-Éric. Jokic. Moi aussi Jokic. Bon, vous vous êtes foutu de ma gueule quand j'ai dit Embiid en 5. Vous voulez qu'on en parle de Embiid? Non, je t'en prie, défoule-toi. Non, mais t'as déjà répondu, t'as dit que t'étais pour la pornographie. mais moi en fait, pour moi, Embiid, c'est peut-être le joueur le plus impressionnant sur le terrain. Je trouve qu'il est... T'as l'impression que les autres équipes n'ont aucune solution et que les équipes espèrent qu'ils vont le gêner en faisant des prises à 2, prises à 3 ou qu'ils ratent des tirs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équipe qui trouve de solution. Mais voilà, pour moi, il a loupé trop de matchs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Embiid, il n'y a pas de Harden, il n'y a pas de Kawhi. Et ces gars-là, ils ont loupé trop de matchs, quoi. Pour moi, c'est vraiment rédhibitoire, quoi. C'est l'unique critère, parce que sinon, je pense qu'il aurait été dans le top 3, voire top 2, parce que les Sixers sont premiers de la conférence Est. Il fait une saison de malade. Mais voilà, justement, premier de la conférence Est, alors qu'il a loupé autant de matchs, ça veut donc dire qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent apporter. Ils ne sont pas autant dépendants que lui, quoi. C'est un petit réseau de bon. Voilà.
Ouais, donc c'est ça. Donc c'est Jokic premier, Embiid, Curry, ex-aequo deuxième. Ok. Embiid. Donc Jean-Éric, toi t'avais mis Embiid en deuxième. Pourquoi tu l'as mis aussi haut? Parce que, à peu près pour ce que tu as dit, en effet, il peut pas gagner de toute façon, parce que pas assez de matchs joués. Après, c'est un des joueurs les plus impactants, un des plus dominants actuellement. C'est le joueur le plus dominant, je pense, offensivement. Et défensivement, c'est loin d'être un peintre. Donc, je pense qu'il mérite d'être haut. Après, je trouve que c'est une tête de con. Hein. Ça n'enlève rien au fait que je pense qu'il a aucun mental et que c'est une tête de con. Mais mets-lui une grosse patate dans sa bouche, tu vas voir après comme il va se calmer. Jean-Jo, t'as mis Chris Paul en 2. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Pas trop près du micro, s'il te plaît. Alors, non, parce que je trouve que Chris Paul est ce qui se rapproche le plus d'un MVP en termes valuable pour son équipe. Parce que j'en avais parlé dans une de mes dernières chroniques sur un des MVP qui n'avait que 13 points par match et 18 rebonds, qui était Wes Unseld, mais qui a fait gagner 21 matchs en plus à son équipe. On est sur ce calibre-là pour Chris Paul, qui a clairement fait passer un cap à Phoenix. Ils sont des candidats sérieux en play-off, selon ce qu'on a vu sur la saison régulière, et c'est grâce à lui, ni plus ni moins. Et au-delà de la stat, c'est tout ce qu'il a pu apporter qui me fait le mettre aussi haut. Alors moi je suis d'accord avec toi. D'ailleurs tu peux citer, je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas entendu, mais tu peux citer Steve Nash qui pareil meneur avec pas des stats de ouf, mais qui a eu un impact énorme sur les résultats de l'équipe. Il a été élu MVP 2 fois. Donc moi pour être honnête, au début j'ai fait mon classement sans regarder les stats avancées. J'avais fait mon truc à moi. Et je voulais poser mes couilles sur la table et mettre Chris Paul en premier. Parce que voilà, l'effet Chris Paul, il est vraiment ouf. Parce que la définition du MVP, c'est quoi? Selon moi, c'est vraiment le joueur qui est le plus important et qui a le plus d'impact dans l'équipe, quoi. Et je trouvais que Chris Paul, cette année, j'admets avoir été biaisé par le dernier carton entre les Suns et les Blazers, où là, j'ai vu un chef-d'œuvre de Chris Paul. Je me suis dit, putain, mais le mec... J'ai l'impression qu'en fait, Chris Paul, c'est le joueur avec le QI basket le plus élevé de la NBA. S'il voulait marquer 30 points par match, je pense qu'il pourrait le faire. Mais seulement, il fait à chaque fois la bonne décision à chaque action, en attaque, en défense. Il entraîne l'équipe avec lui. Ils ont progressé énormément. Et après, quand j'ai fait les stats avancées, et j'ai vu qu'il était un peu plus loin dans le classement, j'ai voulu quand même le mettre assez haut. Moi, je l'ai mis en 3 parce que je trouve qu'il est... Et après, ouais, si tu laisses parler ton cœur aussi, tu dis putain, il faut qu'il gagne un truc une fois dans sa vie, ce mec, parce que il a une saison de fou. Il a pas gagné de récompenses collectives avec ses équipes, mais c'est le point god, quoi. Le mec, il est vraiment trop fort, quoi. Il est quand même en lice pour avoir le surnom le plus stylé du monde aussi. Pas grave. Point god. Oh, sérieux. Absolument, quoi. Quelques réactions, peut-être. Jean-Éric, toi de ton côté, Chris Paul, il est pas dans ton top 5. Non. Il est dans mon 3ème 5, il est même pas dans mon 2ème. Ouais. Si je te dis que je l'aime pas, ça va être trop flagrant. Donc on va essayer d'argumenter un peu plus. Non, mais si c'est ton argument, on le prend. Moi, je veux pas te faire réfléchir autrement. Alors, il est pour moi dans les 15 meilleurs joueurs de la ligue, indiscutablement actuellement. En effet, l'impact sur Phoenix se voit. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est... on va faire un peu d'anti-hispanisme primaire. Est-ce que c'est Rubio qui était trop mauvais? Ça peut se poser comme question. Maintenant, en pratique, ça reste... Je sais pas, moi, j'ai un problème avec son état d'esprit à ce garçon, et j'attends que les playoffs me donnent raison. Je trouve... Enfin, voilà, non, tu l'aimes pas, c'est comme ça. C'est un peu récurrent, mais c'est une tête de con. Alors, voilà. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Voilà, je suis pas fan. Non, je suis pas fan, voilà. J'ai pas d'argument. T'as mis Embiid en 2ème. J'ai mis Embiid en 2ème. Ouais, tout à fait. Non, mais je comprends. Il y a la tête de con qui domine. Non, mais en termes d'intelligence de jeu, je suis d'accord. Je pense que parmi les joueurs les plus intelligents de la ligue, t'as Paul, t'as probablement Jokic, et puis t'es déjà en haut là. Carrément. Ouais. N'empêche, tu sais quoi, je vais prendre ta défense pour une fois. Et je vais dire que t'es quand même cohérent parce que t'as mis Monty Williams coach de l'année, donc dans le raisonnement. C'est ça, t'as mis Monty Williams en 1, toi. C'est ça. Donc voilà, pour toi. J'exagère, je vais dans l'extrême, mais en gros, les résultats de Phoenix sont plus à mettre au crédit du travail de Monty Williams que l'apport de Chris Paul, en gros. Comme je disais, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est pas tout l'un tout l'autre, c'est pas possible. Et tu peux pas, voir l'impact de Chris Paul sur le jeu de Phoenix.
Voilà, je pense qu'il y a quand même un gros travail de l'équipe dans l'ensemble, qui est cohérente, qui est bien construite, qui est équilibrée, qui passera peut-être un tour. Donc voilà, après... Ça marche. Bon, les gars, Jokic, incontestable là, je crois là. Hein. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'il y a à dire là sur Jokic? Qu'est-ce que vous voulez dire sur lui? Le gars, il est trop fort, il a été régulier toute la saison, il a été... Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter à sa saison, quoi? C'est au-dessus des grands Larry Bird, etc. Enfin, c'est un truc vraiment énorme ce qu'il est en train de nous faire là. Est-ce qu'on peut dire qu'il a que 26 ans? Putain. Sérieux? Et qu'il a encore... Il est même pas arrivé 5 à 10 kilos en trop. Il peut jouer 20 ans comme ça, hein. Le mec il saute pas, il court pas, il peut faire mal pendant encore très longtemps, il a pas besoin de sauter quoi. Il est Et il incroyable. domine comme ça alors qu'il est trop gros quoi, c'est fou hein. Ouais. Il est arrivé en forme en début de saison. Il est arrivé pour la Puis première. après le confinement, et puis là il a enchaîné les chips et les donuts. C'était classique quoi. Mais il est exceptionnel. Il a une tête de gars de 35 ans, d'un daron de 35 ans. Il joue comme un daron de 35 ans en méforme physique, alors qu'il a 26 ans et qu'il roule sur tout le monde. C'est fou. J'entends aucun reproche dans ce que tu viens de dire, hein. Moi ça me semble bien ce que tu dis, c'est Chacun son C'est point bien, de vue, ça. écoute. Alors, juste avant de passer au All-NBA Teams, même si vous en foutez, je vais quand même partager le système que j'ai mis en place pour mettre en avant les joueurs. J'ai pris le Player Impact Estimate, donc l'impact du joueur. J'ai pris ensuite le Player Efficiency Rating, donc l'évaluation un peu, on va dire classique. C'est deux évaluations qui mettent en avant vraiment l'impact du joueur. Et après, j'ai pris le Win Share, donc c'est une stat qui met l'impact de qualité du joueur sur les victoires. Et c'est là où des gars comme Westbrook, ils peuvent pas vraiment remonter dans ce classement parce que leur équipe, elle gagne pas assez. Donc j'ai pris le classement de ces trois trucs-là, j'ai fait les scores, tac, tac, tac. Donc pour info, donc là c'est purement analytique et c'est pas d'ailleurs mon choix, j'ai changé un peu ce choix-là, mais d'un point de vue purement analytique, en prenant ces trois catégories-là, on est sur Jokic en 1, Giannis en 2, Curry en 3, Gobert en 4, Lillard en 5, Zion en 6, Doncic en 7, et après il y a même Bam Adebayor, Vucevic, Chris Paul et Capella. Ah ouais, c'est open bar. Quoi. Ben, c'est open bar. Et franchement, au final, tu regardes, ça a quand même du sens. C'est des trouve des ça joueurs qui ont eu cohérent, c'est des joueurs qui ont un impact énorme sur les résultats et sur leur équipe. C'est pas les joueurs les plus connus et les plus populaires. Mais c'est vrai que quand tu regardes la liste là, quand même, je trouve ça assez cohérent. Allez, vas-y, Jean-Marc, tu commences avec ton premier, donc ton All-NBA First Team. Bah moi c'est très simple, dans mes 5 joueurs il y avait 2 arrières, 3 intérieurs, donc ça fait Curry, Doncic et Jokic, Giannis, Embiid comme premier 5. Yes, ok. Jean-Jo? J'ai Chris Paul et Damian Lillard. J'ai Giannis et Jokic Embiid. En tout cas, pour faire un petit récap, le MVP de Beauf, le MVP élu par les Beauf, ça reste Jokic avec deuxième ex-aequo, incroyable suspense, entre Embiid et Stephen Curry. Et honnêtement, je suis content de voir que Curry, on le mette aussi haut parce que j'ai pas envie qu'on prenne son talent pour acquis. Parce que ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. C'est le mec qui nous fait nous lever devant notre écran quand on regarde des matchs. Meilleur marqueur de l'année. Il porte l'équipe à bout de bois. Donc il met plein de petits bois. Il met son équipe dessus. Ouais. T'es des Français? Oui, c'est un chef. À bout de bras. Et il fait des exploits. Nous, si on met un tir comme ça dans notre carrière, on en parle toute notre vie. Et lui, il fait ça à chaque match. Il fait des trucs totalement incroyables. Donc, pour moi, Curry, franchement, limite Curry, c'est presque... J'aurais été d'accord qu'on le mette MVP, tu vois. Franchement, même si Jokic, il est intouchable, mais Curry... Parce que je me suis dit, tu regardais entre 91 et 98, quand Jordan jouait les saisons entières, pour moi, il aurait dû être MVP à chaque fois. Mais on ne le mettait pas MVP parce que, voilà, c'est tout le temps Jordan. On veut mettre d'autres gars qui ont fait des bonnes saisons, etc. Mais... si on veut faire un vote vraiment, vraiment juste avec le meilleur joueur, Curry, il est clairement, voilà, il est dans notre classement, il est deuxième. C'est quand même difficile de mettre un joueur qui n'est pas dans les 4 meilleures éques de sa conférence, quoi. C'est ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça a été fait. Hein. Je crois que Westbrook, quand il est élu MVP, ils sont combien? Ils sont pas mieux que. Ouais, j'allais dire 6, 7, 8. Je vérifie. Mais c'est une saison triple-double et ça faisait 40 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, super, ok. Bon ben voilà, MVP, Jokic. C'est la rubrique
du docteur. Regardez bien ce qui va se passer. Il va y avoir des effets spéciaux, il va y avoir des transformations. Attention. Ça va faire très très peur. Hop là, c'est parti. Allez, on y va. Donc C'est on son a eu moment de gloire, tu sais. la transition. Ouais. On a quand même reçu de nombreux messages la semaine écoulée là, de nos milliards de téléspectateurs qui déploraient la simplicité du contenu de ma rubrique la semaine dernière. Je dois vous présenter mes excuses. J'ai essayé de faire de la vulgarisation, c'est pas facile. Et en voulant rendre ma rubrique accessible à mes deux camarades, j'ai occulté le fait que notre auditoire était quand même vachement plus intelligent qu'eux. Donc désolé, pour cette fois-ci on va faire un peu mieux. Je vais essayer d'être un peu plus technique que la dernière fois et un peu plus pointu dans ce que je vais dire. Donc là on vient de faire une émission sur les trophées. Et ce soir, cette nuit, là, la nuit de samedi à dimanche, ça va être l'intronisation de Kobe Hall of Fame. Et deux causes différentes avec une conclusion qui sera la même, c'est que beaucoup de monde va pleurer dans l'histoire. Donc on va discuter un petit peu des larmes, après cette introduction qui est clairement beaucoup trop longue. Les larmes, qui comme vous le savez, sont issues de la sécrétion conjointe des glandes lacrymales pour la partie aqueuse, des cellules muqueuses de la conjonctive pour la couche mucoïde, et des glandes de mébomius pour la couche superficielle qui est lipidique. Elles naissent donc dans l'angle supéro-externe de l'orbite, et sont drainées dans l'angle palpébral interne par les voies lacrymales, que sont le lac lacrymal, les canalicules lacrymaux, le sac lacrymal, le canal lacrymonasal, vers les fosses nasales. C'est compliqué ce que je dis? Pas du tout. L'élément intéressant et qui pourra vous permettre de briller en société et qui va vous permettre d'être plus intelligent, c'est que la composition des larmes peut varier. En effet, la sécrétion basale, c'est 98% d'eau et chlorure de sodium, un peu de glucose, quelques protéines, notamment enzymatiques. Mais en cas de larmoiement réflexe, en cas d'irritation ou d'exposition à la lumière trop vive, vous allez avoir des larmes qui seront plus riches en protéines. Façon de se protéger. A l'inverse, en cas de larmes générées par une émotion forte, on pensera à Kobe ce soir, les larmes sont plus riches en hormones, notamment la prolactine et la leucine, mais également en toxines. Enfin, les larmes que pleurera Embiid à l'attribution de ses trophées de MVP et de Deep Boy qui n'iront donc pas pour lui, elles seront riches en négritase et en frustrazine, protéines de somme dont le taux augmente, notamment chez les fans des Kings à l'approche des playoffs. Merci beaucoup Jean-Ric pour cette rubrique. Bisous aux fans des Kings, ça me fait plaisir. J'en reviens pas que t'aies fait une rubrique sur les larmes. À quel moment ça a merdé? Merci beaucoup pour ce débat animé, c'est aussi le principe, c'est aussi la diversité, c'est aussi le monde dans lequel on évolue, donc c'est important de le faire. Merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. En sortant d'émission, je vais aller directement dans le bois de Boulogne et puis je vais faire ça à tous les messieurs.